Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Nous parlons aujourd'hui de la révision des listes électorales qui a débuté le 1er octobre dernier et qui devrait se poursuivre jusqu'au 31 prochain. Comment se déroule l'opération? Quels sont les enjeux et les opportunités de cette révision? Même si l'incertitude règne toujours autour de la tenue des prochaines élections, à quoi servirait le fichier issu de cette révision en cas de report des élections? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Abdul Salam Djebkile, directeur général de l'administration du territoire. Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire citoyen pour les élections et la bonne gouvernance. Bakari Dena, secrétaire général du Parti pour le développement économique et la solidarité. Ce débat est en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, nous allons commencer avec le directeur général de l'administration du territoire. À quoi consiste cette révision des listes électorales, Monsieur Djebkile? Merci beaucoup. Je remercie tous les spectateurs et les auditeurs de Studio Tamani. Je vous remercie également pour l'occasion que vous nous offrez de porter à la connaissance de la population malienne les grands enjeux qui tournent autour des opérations de révision annuelle des listes électorales. Cette activité, il faut le préciser, trouve sa source juridique dans l'article 41 de la loi électorale, la loi 2016-048 modifiée, portant loi électorale en République du Mali. C'est une occasion qui est offerte aux électeurs, dans un premier temps, de s'inscrire. Nous avons un fichier électoral biométrique sur la base duquel les électeurs, chaque année potentiels, sont extirpés, sont extraits du fichier. Les personnes qui ont eu la chance d'aller se faire enrôler. Et il y a une première activité d'inscription, c'est-à-dire que la DGE met à la disposition du ministère de l'administration territoriale, qui à son tour met à la disposition des commissions administratives de révision des listes, ce qu'on appelle la liste des potentiels électeurs. C'est une occasion, nous l'appelons inscription, mais en réalité c'est une validation. C'est-à-dire que ce sont des gens sur des pages déjà où il y a des photos biométriques, où il y a les coordonnées des intéressés. Ils viennent juste pour constater qu'ils sont sur la liste électorale. La deuxième activité phare que les commissions font, c'est le transfert. Vous êtes un citoyen malien, vous résidez à Kidal et pour des raisons professionnelles ou familiales, vous vous retrouvez à Caille cette année. Donc vous vous adressez à la commission la plus proche et vous vous faites transférer dans votre nouveau lieu de vote. Donc c'est une opération qui permet aux électeurs ayant changé de résidence de pouvoir se rapprocher de leur nouveau bureau de vote, de leur nouveau lieu de vote. La troisième opération, il s'agit des opérations de radiation. Nous savons tous, ainsi est faite la vie. Il y a la vie, il y a aussi la mort. Donc, pour les personnes décédées, nous qui sommes là, nous avons le devoir de leur établir ce qu'on appelle un acte de décès. Et muni de cet acte de décès, nous nous rendons à la commission la plus proche pour faire radier la personne décédée du fichier électoral. Donc, voilà un peu en quoi consiste les opérations de révision annuelle des listes électorales. Alors, comment le processus se déroule sur l'ensemble du territoire? Est-ce que c'est toutes les régions, tous les cercles qui sont concernés, ou bien il y a des localités où le processus n'a pas encore commencé, ou bien ne se tiendrait même pas? La révision annuelle, il faut le dire, c'est une opération qui concerne l'ensemble du territoire national. Mais vous êtes au même niveau d'information que moi, vous le concédez.
nous sommes dans une situation très difficile. Notre pays, il faut le dire, l'idéal serait aujourd'hui que à tous les points du territoire, les commissions soient implantées physiquement pour exercer leurs activités dans de très bonnes conditions. Mais aujourd'hui, la situation fait que dans certaines zones, il ne faut pas se voiler la face. Les observateurs, la classe politique et les observateurs sont là. Je sais qu'ils auront le temps de rentrer dans les détails, mais nous sommes dans un pays aujourd'hui la situation est telle qu'on ne peut pas déployer les commissions dans toutes les communes. Mais l'administration, depuis 2012, est habituée de ces situations-là. Sauf si nous voudrons dire, bon, parce qu'il y a telle situation, il ne faut pas faire l'activité. Et ça, c'est peut-être donner raison à ceux-là qui sont en train de tout faire pour déstabiliser le pays. Alors, donc nous prenons des mesures, nous approchons au mieux les commissions des populations, des communes, et pour faire en sorte que dans les lieux les plus sûrs qui sont les plus proches, la commission puisse s'installer afin de réaliser ses activités dans des conditions de sécurité. Cela veut dire que l'opération ne se tient pas sur l'ensemble du territoire. Il y a des localités où elle ne pourrait pas se tenir pour des raisons sécuritaires. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit l'opération se déroule sur l'ensemble du territoire. Comme je l'ai dit, il y a des communes aujourd'hui, des chefs-lieux de communes dans lesquels les commissions ne peuvent pas siéger. Et quand c'est comme ça, nous prenons des dispositions pour que les opérations puissent se passer dans les localités les plus sûres au nom de ces communes-là. C'est-à-dire, quand je prends aujourd'hui dans le cercle de Yorosso, que je connais bien, l'arrondissement de Boura, les 3 communes, Koumbia, Menamba 1 et Boura, ce n'est pas aujourd'hui possible à des commissions administratives de travail, puisque les forces de sécurité n'y sont plus, l'administration a replié, et dans ces conditions, et même les élus. Donc, la commune la plus proche de ces 3 communes, peut-être le chef-lieu de cercle qui est Yorosso, les commissions sont implantées avec, bien évidemment, les représentants des partis politiques de Boura. Et ce sont des commissions qui fonctionnent dans ces localités et qui parviennent à en tout cas faire les opérations pour lesquelles elles ont été créées. D'accord. Est-ce que depuis que ces opérations-là ont commencé, ces dispositions, ce dispositif que vous avez mis en place fonctionne? On va demander à Dr Sango, qui est observateur depuis très longtemps de ce processus. Est-ce que ces dispositions prises par les autorités fonctionnent normalement? Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je suis à l'Observatoire, mais je représente aussi la Modèle Mali, qui est un consortium d'ONG et d'associations de la société civile et qui regroupe l'AJCAD, Benibloc, le consortium Mélé. Et puis, donc, ces organisations ont décidé de s'unir pour observer le processus électoral. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà formé 75 personnes pour observer l'enrôlement, la révision ordinaire des listes électorales, qu'on appelle la RAL. Et la RAL, c'est une disposition légale, et on remercie le ministère de l'Administration territoriale pour ça, pour avoir observé cette disposition légale qui est contenue dans la loi. Mais il y a des insuffisances. Il y a des insuffisances, c'est que si on prend la loi électorale, la révision ordinaire des listes électorales ne doit pas se faire sans la CENI. Or, la CENI a été dissoute depuis janvier et il n'y a pas une nouvelle CENI qui accompagne cette révision de liste électorale. Donc ça, c'est une insuffisance. Et une autre insuffisance, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit tout le recensement qui a été fait, le RAVEC spécial, l'enrôlement des nouveaux majeurs, de décembre jusqu'à aujourd'hui, il y a un chiffre d'à peu près 700 000 jeunes majeurs qui ont été enrôlés. Mais quand on voit comment se déroule le recensement ordinaire, c'est que ces jeunes majeurs n'ont pas été pris en compte. Donc tout ce qui est de décembre 2020 jusqu'à présent, et il y a aussi à l'extérieur du Mali le recensement spécial qui est en train de se passer pour le RAVEC. Et tout cela, le ministère n'a pas versé dans le fichier électoral au compte de la DGE. Et cela pose problème, parce que c'est des insuffisances. Parce que si on voit le fichier électoral qui existe, en 2008, le fichier électoral c'était 8 millions de personnes. En 2020, le fichier électoral qui a servi pour l'intérieur du Mali, parce que 2018 c'était 8 millions, c'était l'intérieur et l'extérieur. Maintenant,
Maintenant, en 2020, c'était seulement à l'intérieur, c'était 7 700 000 électeurs qui ont été enregistrés dans le fichier. Mais en 2021, maintenant que se passe le recensement ordinaire, il y a 7 700 000. Donc, ça veut dire qu'il y a 60 000 de moins. Donc c'est ça le fichier électoral qui a été présenté et qui concerne la révision ordinaire des listes électorales. Et cette révision ordinaire des listes électorales concerne l'administration et les partis politiques. Donc nous, les 75 observateurs à long terme qu'on a formés, qu'on a déployés sur le terrain, sont en train d'observer les commissions administratives. Et partout en République du Mali, on peut le témoigner, les commissions administratives ont été mises en place. Maintenant, par rapport au fonctionnement, c'est ce qui pose aussi problème. Parce qu'au nord, et quand on prend les régions du nord, comme Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka, Taoudeni, le matériel n'est pas parti à temps. Donc c'est aux alentours du 15 octobre que le matériel a été déployé sur le terrain et cela a fait que les commissions administratives n'ont pas fonctionné en même temps que les commissions administratives qui sont dans les régions du sud, Bamako, Ségou, Sikasso, Ouyakai. D'accord. Nous allons juste donner la parole à Bakary Dina. Vous êtes du PDS, vous êtes politique. Alors, quel est votre rôle dans cette opération de révision des listes électorales? Merci bien pour la question. Je dis bonsoir à tous mes co-débatteurs et bonsoir aux téléspectatrices, auditrices, auditeurs de Studio Tamani. Donc déjà sur la question par rapport à la révision des listes électorales, nous en tant qu'acteurs politiques, nous notons un certain nombre de déficits déjà. Alors, d'abord, nous avons eu à travailler avec le ministère de l'administration territoriale depuis le mois de janvier, et dans le cadre de la relecture de certains textes, notamment la loi électorale, la charte des partis politiques, la loi organique sur les députés. Et au cours de ces ateliers, on avait fait un certain nombre de recommandations. Et si j'ai bonne souvenance, la première ligne des recommandations, c'était d'améliorer les conditions de travail des commissions administratives et pour que ces commissions-là soient plus fonctionnelles. Donc ça pose un problème déjà. La deuxième recommandation, c'était de renforcer l'enrôlement pour permettre aux citoyens de s'inscrire sur la liste électorale et d'aller voter librement et en rendant opérationnelles les équipes. Et une autre recommandation, c'était de renforcer le maillage géographique des électeurs. Et ensuite, une autre recommandation, c'était la poursuite de l'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les missions diplomatiques et consulaires. Donc ça, c'est entre autres certaines recommandations que nous avions formulées à l'époque. Et c'était avec la classe politique et les forces vives, notamment les organisations de la société civile. Est-ce que ces recommandations ont été prises en compte? Non, ces recommandations n'ont pas été prises en compte parce que déjà, il y a une interruption. Et à cette date, maintenant, il y a de moins en moins de réunions entre la classe politique et le ministère de l'administration territoriale. Ça, c'est une réalité. C'est resté comme une lettre morte. Et à la date d'aujourd'hui, si nous devons aller à la révision des listes électorales, il faut quand même signaler tout simplement que les listes électorales constituent un outil précieux pour la transparence, la crédibilité des élections. Tout tourne autour de ça. Et M. Sango, tout à l'heure, a parlé des nouveaux majeurs. Ça pose d'énormes problèmes. Et ils sont très nombreux aujourd'hui à avoir l'âge d'aller voter. Mais aujourd'hui, on apprend de plus en plus que s'il y a élection à la date indiquée, par exemple en 2022, en février 2022, ces nouveaux majeurs ne pourront pas aller voter. Ça peut créer déjà un sentiment de frustration de la part de ces nouveaux majeurs. Il n'y a pas que seulement les nouveaux majeurs, il y a également les anciens, certains qui ont été omis la dernière fois, qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur, qui sont là, qui veulent aller voter. Il y a des gens qui se sont déplacés, il a déjà dit, il y a le cas des réfugiés, il y a des Maliens établis à l'extérieur également qui sont très nombreux et qui sont demandeurs. Maintenant, le problème de fond que nous avons au niveau de nos états-majors, c'est que nous avons des militants aujourd'hui qui n'ont pas de carte d'électeur parce qu'ils n'ont pas été enrôlés. Il a parlé du RAVEC spécial. Ce RAVEC spécial n'a pas concerné l'ensemble du territoire. Parce qu'il y a une insuffisance notoire de matériel. Et les personnels qui partent pour l'enrôlement également, ce n'est pas un personnel qualifié. Et c'est des zones qui sont ciblées, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a il y a des raisons sécuritaires qui sont déjà évoquées. Mais en plus de cela également, c'est le faible, comment on appelle,
le nombre très faible, n'est-ce pas, de personnel pour aller faire les enrôlements. Ce qui fait que la demande est plus forte que l'offre qui est donnée et pour que ces gens-là puissent aller s'enrôler. D'accord. Nous allons donner la parole au directeur pour qu'il réponde, il réagisse à ces préoccupations. Il parle de recommandations non prises en compte. Est-ce que vous confirmez? Bien. Je voudrais tout d'abord préciser une chose pour que ceux qui nous suivent comprennent un peu le mécanisme, la dynamique de la révision des listes. Oui. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que les élections sont faites sur la base de la liste révisée et arrêtée au 31 décembre. Nous avions le choix aujourd'hui au MATD entre ne pas faire de révision, totalement de révision, ou aller vers une révision pour consolider le fichier électoral que nous avions en 2020. Pourquoi vous avez ce choix? Nous avons ce choix parce que si nous ne tenons pas cette révision-là, nous n'avons pas de choix, parce que si nous ne faisons pas de révision, il n'y aura pas de fichier électoral en cas d'élection en 2022. Ça, c'est une disposition légale. Maintenant, pour parer à toutes ces situations que nous ne maîtrisons pas, il faudrait d'abord aller vers une révision annuelle des listes électorales pour avoir d'abord un fichier. Première disposition. Deuxième disposition, il a évoqué un peu le cas des nouveaux majeurs. C'est vrai, notre fichier électoral souffre d'une grande insuffisance. C'est le faible taux d'enrôlement des jeunes. Vous savez, il y a eu une opération RAVEC en 2009 qui a concerné tout le Mali sécurisé, sûr, et qui a permis de déployer des équipes dans toutes les contrées du Mali. C'était l'ossature du fichier électoral que nous avons aujourd'hui. Ensuite, il y a eu des évolutions. Les évolutions qui ont eu lieu, c'est qu'après, il n'y a pas eu de permanence dans l'enrôlement. Donc, vous trouverez que les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans ne parviennent pas à être inscrits sur les listes électorales. Donc, l'une des recommandations des différents cadres de concertation que nous avons eus avec la société civile, les observateurs, la classe politique, c'était de prendre en compte ces nouveaux majeurs. Et le ministère de l'administration territoriale, nous sommes d'abord au Mali. Vous savez, nous sommes au Mali, il faut tenir compte du contexte et des moyens que nous avons. Donc nous avons déployé au cours pendant 3 mois des équipes sur toute l'étendue du territoire, à Taoudeni, à Foumelba, à Bouche-Béha, à Al-Ourch. Les Maliens ont été enrôlés, il faut le dire. Donc il y a eu, à l'issue de cette opération spéciale, 700 000 personnes qui ont été enrôlées. Ce fichier demande un temps de traitement par le CTDEC. Ensuite, la DGE, pour qu'il puisse être intégré dans la liste des nouveaux majeurs. Il y a cette donne-là, plus les Maliens établis à l'extérieur pour lesquels l'enrôlement est toujours en cours. Nous avons dit, bon, est-ce qu'il faut aller vers une révision, avoir un fichier électoral qui certes présente quelques insuffisances, ou ne pas y aller et ne pas posséder de fichier électoral pour l'année 2022. Entre deux mots, le moindre mal, nous l'avons pris, c'est-à-dire de réviser la liste électorale, première étape. Ensuite, la loi encore le dit au même article 41 que le ministre de l'administration territoriale, en cas de besoin, peut prescrire une révision exceptionnelle des listes. Donc notre démarche consiste premièrement à enrôler, à réviser la liste électorale pour permettre aux Maliens d'aller se faire transférer, de faire les radiations, et pour prescrire après, par décision du ministre, une révision exceptionnelle qui va intégrer, on donne le temps à la DGE, qui est un autre service, de traiter le fichier électoral des nouveaux majeurs que nous allons intégrer en cas de révision exceptionnelle pour avoir une liste plus aboutie afin d'aller vers des élections transparentes, justes et crédibles, comme l'a dit M. Dena.
pour les élections à venir. D'accord. Docteur Sango, vous parliez d'insuffisance telle que l'absence de CENI, mais il y a également le contexte sécuritaire, vous l'avez tous abordé. Est-ce qu'au regard de tout cela, on peut s'attendre à un fichier fiable à l'issue de ces opérations de révision? Bon, le contexte sécuritaire est là, et personne ne peut le nier. Mais ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est ce fichier électoral qui a diminué malgré des opérations spéciales qui doivent augmenter le fichier. L'exemple, c'est là. C'est-à-dire qu'en 2020, c'était 7 763 000 électeurs. En 2021, le fichier qui a été remis au ministère de l'administration territoriale, c'est 7 702 000 électeurs. D'accord, on peut... J'ai les trucs. Okay. Le 8 213 000, ça c'est les électeurs potentiels, intérieurs et extérieurs. Or, ce qui concerne l'intérieur, c'est 7 702 000 et l'extérieur, c'est 511 000. C'est ça, le fichier. Donc, si on voit en 2020, c'était 7 763 000, c'était seulement l'intérieur. Parce que les élections législatives, c'est seulement l'intérieur. Donc, le fichier a diminué. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que l'opération spéciale d'enrôlement, le RAVEC, ça a été lancé en 2020, en décembre 2020. C'est fini le 30 juin. Le 30 juin, on a eu 789 000 2021. Le 30 juin 2021, on a eu 789 403 personnes qui ont été enrôlées par le CTDEC. Maintenant, c'est ces données qui n'ont pas été transférées à la DGE pour que ces données viennent renflouer le fichier électoral. Et c'est ça une autre insuffisance qui est là. Donc, ça veut dire que techniquement, aujourd'hui, on ne doit pas dire on va faire une révision spéciale. Si on suit le calendrier qui est donné, la charte de la transition, par la charte de la transition, les 18 mois de transition, et la transition doit finir en mars. Et en février, il doit y avoir des élections. Si en février, il doit y avoir des élections, et la loi dit, c'est le fichier arrêté au 31 décembre qui sert de fichier électoral aux prochaines élections. C'est ce que la loi dit. D'accord. Même si la possibilité est ouverte pour des révisions exceptionnelles. Mais pourquoi gaspiller de l'argent? Je parle comme ça, gaspiller de l'argent, quand on sait que ce qu'on cherche n'est pas là. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les 789 000 devraient être intégrés directement dans le fichier électoral. Et au lieu de 7 702 000 électeurs, on allait avoir pour l'intérieur au moins 8 millions d'électeurs. Ça, c'est un fait. Maintenant, aujourd'hui, quand vous allez dans les commissions administratives, c'est surtout les transferts et les radiations. Transfert, radiation. Donc, ça veut dire que les nouvelles inscriptions même, c'est minime. Transfert, radiation. Or, ce n'est pas le rôle des commissions administratives. Les commissions administratives travaillent du 1er octobre au 31 octobre. C'est ça le gros du travail. Du 1er octobre au 31 octobre, par rapport au nouveau majeur, l'enrôlement et tout. Mais si cela n'est pas fait, donc ça veut dire que c'était un manque à gagner. Et on ne doit pas se plancher sur le fait qu'il y aura une révision exceptionnelle pour occulter certains trucs. Ensuite, ce qu'il faut signaler aussi, la CENI n'est pas là. Et ça, c'est une violation de la loi aussi qu'il faut relever. On va laisser réagir monsieur le directeur. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est du gaspillage? Non, M. Sango, il le sait bien que ce n'est pas... M. Sango, vous savez très bien, au regard de la loi électorale, que ce n'est pas un gaspillage d'argent. Vous savez très bien que si nous ne faisons pas cette révision, nous n'avons même pas de fichier électoral pour l'année 2022. C'est ce que j'ai expliqué au départ. Nous partons du postulat que sans révision annuelle des listes électorales, il n'y a pas de fichier électoral pour l'année 2022. Alors, à quoi servirait ce fichier au cas où les élections ne se tenaient pas en 2022? En 2022? Oui. Ce que j'ai dit, vaut mieux avoir un fichier pour l'année 2022 que de ne même pas en avoir. Donc, nous faisons ce travail-là de concert avec, bien évidemment, la classe politique et les observateurs qui sont avec nous. Nous formons une bonne équipe sur le terrain avec les partis politiques, les observateurs. Il n'y a pas d'entrave. C'est une activité qui se fait dans la transparence la plus totale avec les représentants de tous les partis politiques et les observateurs présents sur le terrain. Et ce que je voudrais souligner, c'est que, je l'ai dit pour la question des nouveaux majeurs. Vous savez, un fichier, il faut le toiletter. Il peut y avoir des doublons sur ces 700 000 que nous avançons lors de l'enrôlement spécial. Il faut que le CTDEC fasse un travail technique que moi je ne maîtrise pas,
que la machine commande et que ce travail de fond doit être fait pour éviter qu'il y ait des doublons dans le fichier électoral. Une fois ce travail achevé, j'ai dit bien que tout ce fichier sera transmis à la DGE pour la prise en compte des nouveaux majeurs à l'occasion d'une révision exceptionnelle, encore une fois, des listes électorales. Alors, Bakary Dina, il y a des partis politiques qui estiment qu'il n'est même pas opportun de faire une révision de listes électorales, des partis qui sont opposés à la tenue des élections en février 2022 et ils souhaitent que la transition soit prorogée. Selon eux, ce n'est même pas nécessaire de faire une révision de listes électorales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci bien pour la question. Je pense que par rapport à la révision des listes électorales, ce n'est pas une question qui est élection en 2022 ou pas. Nous sommes dans un processus et notre processus électoral connaît des hauts et des bas. Nous avons connu des difficultés et tous les problèmes tournent d'abord autour de la fiabilité même du fichier. Nous devons travailler à cela. Qu'il y ait élection en 2022 ou pas, l'administration est dans son rôle et compte tenu des textes sur lesquels elle s'adosse pour pouvoir quand même faire ce travail technique en attendant les jours des élections. Nous, on n'est pas contre la révision des listes électorales, mais nous voulons tout simplement que si révision des listes électorales il faut qu'on prenne en compte un certain nombre de préoccupations que nous avons au niveau de la base. Il a parlé de l'aspect sécuritaire. Il a cité des localités dans la zone de Koutiala et autres. Pas plus tard que le mardi et le mercredi, nous en avons été victimes aujourd'hui. Le travail était en cours chez nous. Ça s'est passé à Beleko, dans le cercle de Djouila. On a été victime d'une attaque aujourd'hui et l'administration est presque absente là-bas aujourd'hui. Donc, c'est un processus qui a été interrompu. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que, qu'il y ait élection ou pas, l'administration territoriale est dans son rôle d'aller à la révision des listes électorales. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est d'avoir un fichier électoral fiable, transparent et un fichier qui est accepté par tout le monde. Parce que la plupart des contestations, des problèmes partent d'abord de la remise en cause d'abord du fichier électoral existant. Il a parlé des doublons, il a parlé du cas des décès, ça c'est les radiations. Maintenant, il y a un problème qui se pose à ce niveau. Lorsque quelqu'un décède aujourd'hui dans les coins les plus reculés du Mali, les gens ne font pas de déclaration. Vous comprenez un peu. Donc, quand il n'y a pas de déclaration de décès, il n'y a pas d'acte de décès, comment on peut savoir que la personne doit être radiée ou pas? Ça veut dire que l'administration doit encore continuer à travailler de concert avec les acteurs politiques pour que, surtout au niveau des communes, au niveau des communes, les communes rurales surtout, qui n'ont pas suffisamment de moyens financiers, qui n'ont pas suffisamment de moyens matériels pour pouvoir mettre tout cela en œuvre. Donc, il y a des doublons, il y a des omis, et il y a des cas de transfert. Même pour les cas de transfert également, lorsque nous avons demandé en son temps que lorsqu'il y a des élections législatives, au lieu qu'on se limite seulement aux circonscriptions électorales. Moi, par exemple, je suis à Bamako. Il faut que moi je fasse un transfert pour aller dans ma circonscription électorale pour aller voter le jour du vote. Mais je peux, étant à Bamako, je peux voter pour mon candidat. Il faut que l'administration et la classe politique songent à ça aussi. Parce que c'est un effort qu'on fait. Moi, je suis là aujourd'hui, 3 mois après, je quitte ici. Je peux même demander à transférer dans une localité bien déterminée tout de suite. Et en un laps de temps, je peux me retrouver dans une autre partie du Mali. Je peux même me trouver en dehors du Mali. Et même les Maliens de l'extérieur, il faut qu'on leur donne l'occasion également, non seulement d'être inscrits sur les listes électorales, et ça demande encore un travail d'enrôlement qu'il faut faire au départ, parce que nous voulons avoir un fichier biométrique. Et si on a un fichier biométrique digne de ce nom, il nous faut des cartes biométriques. Et si on a des cartes biométriques également, ce n'est pas tout. Le jour du vote, il faut que moi je sois sûr que si je vote ici, je mets le doigt ici, je ne peux plus voter ailleurs. Il faut qu'on se donne ces moyens techniques-là pour rendre encore plus fiable notre fichier. Et permettez-moi juste 2 secondes. La classe politique, à un moment donné, avait demandé à l'administration également de faire un audit du fichier électoral. Nous, on a demandé ça. Un audit externe a été fait. Ça, c'est par rapport aux conventions que nous avons signées. Mais nous avons des experts électoraux au sein de nos états-majors politiques. Nous pouvons nous asseoir avec la délégation générale aux élections et voir un peu comment faire cet audit à l'interne pour que
tout le monde soit sûr que ce fichier dont nous disposons aujourd'hui est un fichier réellement fiable et à base duquel on peut organiser des élections claires et nettes. Donc l'audit qui a été fait ne suffit pas pour vous? Ça ne suffit pas. C'est-à-dire nous avons un fichier électoral parce que chez nous, l'inscription sur la liste électorale est automatique. Donc c'est un fichier qui doit être révisé au fur et à mesure. Au fur et à mesure et actualisé. Et je suis d'accord avec le directeur quand il dit que l'administration territoriale, à chaque fois que la période indiquée par les textes en vigueur arrive, l'administration doit faire son travail. Elle ne doit pas croiser les bras pour dire être dans les calculs des politiciens. D'accord. Voilà. Docteur Ibrahim Massango, on sait que le fichier électoral compte beaucoup dans la réussite d'élections incontestées, transparentes. Aujourd'hui, comment faire pour avoir un fichier fiable à l'issue de ces révisions de listes électorales? Bon, pour avoir un fichier fiable, c'est l'administration qui est là. Avec votre acteur. En tant qu'observateur, ce que nous n'avons pas compris, c'est que 789 000 personnes qui ont été recensées, identifiées depuis juin, et 3 mois après que les opérations de révision démarrent, ils ne sont pas intégrés dans le fichier. 3 mois après. C'est de juin à aujourd'hui. La révision a commencé en octobre, donc normalement, ils devraient être dans le fichier. Donc ça, c'est un problème. Et avec cela, on ne peut pas dire qu'au 31 décembre, on aurait un fichier fiable si d'ici là, ils ne sont pas intégrés dans le fichier électoral. Donc c'est ça l'inquiétude. D'accord. Peut-être que monsieur le directeur a des réponses pour vous par rapport au fait que ces personnes ne soient pas intégrées. Et s'il peut donner des assurances qu'elles seront intégrées d'ici... En fait, je suis très content, je suis ravi que ce soit les observateurs ou la classe politique, que chaque fois qu'il s'agit de ces questions, qu'on revienne à l'administration, que les autres acteurs qui sont là, que chacun reconnaisse le rôle majeur que joue l'administration. Vous savez, la loi électorale, M. Dena a très rapidement expliqué l'efficacité, par exemple, du fichier électoral par rapport au transfert, par exemple, la capacité de pouvoir voter aujourd'hui à Bamako étant de Beleko, vice-versa. Je dirais que, vous savez, tout ça, ce sont des questions de consensus. La loi électorale, c'est la loi la plus consensuelle possible au Mali. C'est une loi dans laquelle on ne peut pas enlever une virgule sans que la classe politique et les observateurs ne soient là. Donc tout ce qui est aujourd'hui dans notre loi électorale, c'est le fruit du consensus politique qu'il y a eu toujours dans ce pays-là. Maintenant, comment améliorer tout ça, ces questions-là, comment faire en sorte que le fichier électoral soit un bon fichier? J'ai dit, encore une fois, je vais vers la classe politique. Vous savez, les représentants de l'État, les sous-préfets qui créent ces commissions administratives, envoient des correspondances aux partis politiques 15 jours avant le démarrage du processus. Et qu'est-ce qui arrive? Généralement, les partis politiques désignent bien évidemment des représentants titulaires et délégués et suppléants pour ces activités. Mais qu'est-ce qu'on constate si les observateurs sont là pour témoigner? Vous partez dans une commission aujourd'hui, vous ne trouverez que peut-être les représentants choisis par l'administration et quelques rares partis politiques. Les autres n'y sont pas et peut-être quelques observateurs qui sont là pour accompagner le travail qui se déroule, il faut le dire encore, sur 3 mois. Et donc, pour moi, la classe politique doit vraiment accompagner. On a parlé des insuffisances de moyens octroyés aux différentes commissions. Ça aussi, j'ai dit, l'administration territoriale n'a pas les leviers des finances publiques. On nous donne un budget pour une activité. Nous travaillons sur cette base-là. Et en fonction des ressources qu'on nous donne, nous travaillons pour faire fonctionner les différentes commissions administratives. Donc je crois que si la volonté politique y est, avec l'accompagnement de tous les acteurs, on pourra mobiliser les ressources qu'il faut pour accompagner les différentes commissions, pour revoir un peu les budgets de fonctionnement de chaque commission. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, c'est 200 000 francs par commission. C'est dans la transparence, on le dit, 200 000 francs par commission administrative pour une activité de 3 mois. Et donc, les délégués des partis politiques se plaignent du fait qu'à la fin des activités, peut-être que vous prenez du thé, vous achetez des cahiers et autres, c'est juste pour le fonctionnement de la commission. Ce ne sont même pas des salaires ou des motivations financières qu'on donne aux agents. Donc, il y a beaucoup d'insuffisances en ressources financières, mais l'administration territoriale, encore une fois, je le dis, c'est un ministère régalien qui travaille, qui a des missions à réaliser et pour lesquelles
il est mobilisé de bout en bout, quels que soient les moyens mis à sa disposition. D'accord. Monsieur Bakary Dina, est-ce que vous, en tant que parti politique, vous jouez pleinement votre rôle, c'est-à-dire sensibiliser par rapport à l'importance de cette étape du processus qui est la révision des listes électorales? Parce que ça fait partie de vos tâches aussi. Naturellement, nous mobilisons autant que faire se peut. Parce qu'il y va dans l'intérêt des partis politiques. C'est nous qui sommes candidats aux différents scrutins. Donc, vous ne pouvez pas être candidat, ou bien vous ne pouvez pas prétendre être candidat à une élection tant que vous n'êtes pas sûr, au moins, d'avoir au moins avec vous un électorat, en tout cas relativement sûr. C'est un peu ça le travail. Maintenant, il y a un élément qu'il faut noter par rapport à cette commission administrative, la participation de la classe politique, c'est que cette année, exceptionnellement, il n'y a pas assez d'engouement. Il n'y a pas assez d'engouement et il y a donc seulement la situation sécuritaire qu'on a déjà évoquée. La deuxième question fondamentale, c'est que les partis politiques aujourd'hui ont des financements bloqués depuis quelque temps. Et si on demande à ces partis politiques aujourd'hui d'envoyer des jeunes gens et pour faire 3 mois et s'asseoir et travailler de 8h jusqu'à 16h tous les jours et qui retournent à la fin du mois qui n'ont rien, finalement, ça les décourage. Mais est-ce que le blocage de ce financement-là doit empêcher les partis politiques de Oui, parce que dans la charte des partis, c'est clair. La formation, la sensibilisation, ça revient aux partis politiques. Et l'État a accordé ça aux partis politiques qui sont, et ça c'est sur la base des critères bien déterminés. Parce que j'entends souvent les citoyens lambda contester cela, pendant que cet argent-là, d'abord les partis politiques ont des chaises, ils recrutent du personnel, et ils forment les militants, etc. etc. Ce rôle-là, cette formation citoyenne que l'État doit faire, l'État a transféré ce rôle-là aux partis politiques. En retour, maintenant, les partis politiques ont une obligation de résultat sur le terrain, sur la base des élus communaux, les députés et autres, sur la base d'un état financier qu'on présente. Et maintenant, ce n'est pas tous les partis qui ont d'ailleurs droit à ça. Il y a une soixantaine de partis politiques sur les 240 et quelques partis qui bénéficient. Donc c'est une manière de les encourager, de les inciter à travailler. Maintenant, si ces partis politiques aujourd'hui se trouvent à la croisée des chemins financièrement, donc ça pose de nombreux problèmes. D'accord. Voilà. Docteur Sango, quel peut être l'impact de cette situation aussi, le blocage de financement des partis politiques qui les empêcherait de faire convenablement le travail sur ce processus? Bon, cela n'est pas normal, parce que le financement public des partis politiques a été acté par le législateur pour empêcher que des narcotrafiquants ou bien des trafiquants de tous ordres viennent s'accaparer des partis politiques maliens et s'accaparer de la politique malienne. Ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est que de 2001 à 2018, quand même, les partis politiques ont eu beaucoup d'argent. Ils ont eu plus de 27 milliards pour asseoir la démocratie et la République. Mais bon, paradoxalement, ça n'a pas beaucoup servi parce qu'il y a eu des coups d'État. Et quand il y a des coups d'État, ça veut dire que les partis politiques aussi sont en cause. Mais dans tous les cas, c'est un droit des partis politiques. Et le financement public des organisations internationales comme la francophonie encourage les pays à donner des financements publics aux partis politiques. C'est leur droit. En aucune manière, on doit suspendre le financement public des partis politiques tant que les lois sont en vigueur. Mais si l'État est à court d'argent, comme le directeur vient de le dire, il ne parvient même pas à donner les 200 000 par commission. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut exiger de l'État de s'acquitter de ça? L'État n'est pas à court d'argent. L'État va débloquer 2,5 milliards pour les assises nationales de refondation. L'État n'est pas à court d'argent. Monsieur le directeur, je ne sais pas si ça relève de vos attributions. Pourquoi les partis politiques ne sont pas dans leurs droits? Le financement public des partis politiques, c'est une disposition légale en République du Mali. Donc, je ne rentre pas trop, vous savez, dans les détails des questions de volonté politique, de décisions politiques. Mon rôle en tant que technicien, c'est de dire ce que dit la loi. La charte des partis politiques fait du financement public des partis un droit pour les partis politiques. À côté de cela, ce n'est pas
la direction générale de l'administration du territoire ou le ministère de l'administration territoriale qui s'occupe de ces questions. Il y a la délégation générale aux élections qui gère les questions de financement public des partis politiques. D'accord. On sait que jusque-là, c'est l'incertitude autour de la tenue des élections. On ne cesserait de le dire. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de cette révision de listes électorales? Les principaux enjeux, c'est quoi? Ok, le principal enjeu dans ce processus de révision des listes électorales en cours, le principal enjeu, c'est le fichier électoral. Vous savez, notre pays s'apprête à organiser en 2022 des élections générales. Et pour moi, technicien, les plus hautes autorités ont à plusieurs reprises affirmé que les engagements seront tenus. Et je suis dans cette dynamique-là. Je ne rentre pas dans d'autres détails. Mais pour nous, aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est le suffrage. Et qui parle de suffrage parle de fichier électoral. Un citoyen, pour pouvoir aller exercer votre droit civique, pour pouvoir voter, qui est le vote, il faut être inscrit sur une liste électorale. Et donc, c'est sur la base de cette révision qui est en cours aujourd'hui que se tiendront les élections générales en 2022. Donc, l'enjeu principal, encore une fois, c'est les élections à venir, c'est la fiabilité des élections, c'est la crédibilité du processus électoral que nous mènerons afin d'épargner notre pays de ces crises cycliques qui interviennent quasiment entre deux élections. À chaque fois, et pour éviter ça, il faut d'abord avoir un fichier électoral sûr, il faut avoir une classe politique qui est assez engagée et assez bien formée et qui est capable d'être sur le terrain pour dire aux populations, voilà l'offre politique que nous faisons et voilà les différents engagements pris quand on est en démocratie. Et c'est très important pour moi. De la réussite de ces activités que nous menons dépendront en grande partie la crédibilité des élections à venir. Cela m'amène à poser une dernière question qui sera une question autour de table. On reste avec vous. Oui. On remarque qu'il n'y a pas assez de communication, de sensibilisation autour de ces opérations, comme ça se faisait à l'accoutumée. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que ça ne pourrait pas impacter également le processus? Il n'y a pas beaucoup de campagnes de sensibilisation, je ne dirais pas. Parce que nous avons eu à former beaucoup d'organisations de la société civile qui sont déployées partout, y compris dans les zones d'insécurité, à Kidal et dans le centre, qui continuent d'informer, de sensibiliser les populations, la classe politique aussi, qui est dans son rôle, bien que je pense qu'elle peut aller au-delà, continue de sensibiliser. Maintenant, pour nous, ministère de l'administration territoriale également, nous avons fait beaucoup de spots, de sensibilisation et autres. Et également, demain, le ministre de l'administration territoriale, que j'accompagnerai à Ségou, dans le cadre des opérations de sensibilisation. Et donc, depuis le démarrage de cette activité-là, nous sommes en train de sensibiliser. Et je crois que ce n'est pas, pour moi, une question de sensibilisation. Il y a plusieurs organisations de la société civile mobilisées, appuyées par des partenaires, appuyées par l'État, et nous-mêmes, nous sommes sur le terrain à tous les niveaux en train de sensibiliser les populations, de les informer sur le bien fondé des opérations de révision. Au même titre que Dr Sango, est-ce que vous constatez la même chose? Bien sûr, non, il y a beaucoup de sensibilisation de la part des organisations de la société civile qui sont sur le terrain. Le manque d'engouement alors? Le manque, c'est pas un manque d'engouement, c'est une problématique, comme je l'ai dit au départ. Le fichier électoral est de 7 700 000 électeurs. Et on doit y ajouter d'abord les 789 000 qui ont été arrêtés au 30 juin. Mais 3 mois après, on n'a pas ajouté ce nombre. Et cela pose problème.
Et nous pensons que les partis politiques doivent exiger un fichier électoral fiable. Exiger à ce qu'il y ait ces 789 000 qui ont été déjà identifiés dans le fichier électoral pour avoir un fichier électoral crédible, parce que c'est la loi qui le dit. Et tant que la loi n'est pas modifiée, cette révision est nécessaire. D'accord. Bakary Dena, pour terminer en 30 secondes, qu'est-ce que vous allez faire pour exiger, comme il l'a dit Dr Sango, un fichier électoral fiable? Bon, mais moi je pense que le ministère de l'administration territoriale est dans son rôle, comme le directeur l'a dit. Vous n'avez pas besoin de l'exiger? Non, on n'a pas besoin d'exiger. Tant qu'elle est en train de faire ce travail, il n'y a pas une exigence. Ça fait partie de ses attributions. Maintenant, ce qu'on peut faire, compte tenu du contexte actuel même du pays, bon, on peut en tout cas revoir un peu ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour que nous puissions disposer vraiment d'un fichier électoral fiable, pour que le Mali ait un fichier digne de ce nom pour pouvoir organiser des bonnes élections. Maintenant, la classe politique également est conviée également à cela également, pour que chacun de nous essaie de voir. Nous sommes les représentants des partis politiques, nous sommes des élus, nous sommes en contact permanent avec la population. C'est à nous de relayer ce message, c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait le maximum de Maliens inscrits sur les listes électorales pour pouvoir rehausser les taux de participation aux différentes échéances. Et cela y va vraiment dans la bonne marche même de la démocratie malienne. Cela y va pour l'image même de la démocratie malienne. D'accord, cela est bien compris, et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la révision des listes électorales. Nos invités étaient Abdoul Salam Djepkile, directeur général de l'administration du territoire, Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire citoyen pour les élections et la bonne gouvernance, et Bakary Dena, secrétaire général du Parti pour le développement économique et la solidarité. Cette émission a été réalisée en partenariat avec le programme d'engagement civique. Elle a été présentée par Sekou Gadjigo, mise en onde par Mamadi Keïta, à la régie vidéo Nouhoum Djiré. Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.